Une histoire de l'alpinisme au féminin, un livre de Stéphanie et de Blaise Agresti aux éditions Glénat. Une soirée à la librairie Sauvage de Chamonix. Vous pouvez nous dire un petit mot sur ce choix d'avoir fait ce livre ensemble? Oui, alors je peux peut-être commencer. Effectivement, ce livre a sa genèse dans l'histoire familiale de Blaise. Donc j'en parle, mais il en parlera aussi. Moi, quand j'ai connu Blaise, j'ai connu sa maman. Et du coup, j'étais assez fascinée par son histoire à elle, d'alpiniste, et son parcours de femme en montagne. Et puis, autour d'elle, autour d'eux, il y avait tous ses amis, compagnons de cordée, femmes, ce qui était un peu original à l'époque quand même. Et Blaise a croisé, quand il était petit, Wanda Rukkiewicz, Martine Roland, Catherine Destivelle. Voilà, autant de femmes qui ont eu des histoires incroyables, qui ne sont pas forcément connues ni reconnues dans le monde de l'alpinisme. Et c'est pour ça qu'on a voulu leur rendre hommage et écrire cette histoire un peu avec ce regard-là à deux, et d'avoir peut-être ma touche féminine aussi. C'était important. C'était important. Et alors, là, vous vous attaquez finalement, et vous le dites aussi dans le livre, à une des activités, j'allais dire, les plus masculines, un peu comme l'histoire militaire finalement, avec le même vocabulaire qu'on va employer. Et alors, qu'est-ce qui explique pour vous un peu cette opposition au départ, justement, entre alpinisme et féminin finalement? Alors dans le préambule, on essaie un peu de se positionner sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un alpinisme au féminin qui existe réellement? C'est une question en fait, parce que pourquoi mettre un genre sur une activité? Donc on a eu cette question, on s'est même posé la question de est-ce qu'il y avait une légitimité à mettre ce titre-là. Et oui, il y a une particularité qui est que l'alpinisme est une activité hyper masculine depuis le départ, et que la partition, les règles du jeu ont été établies par des hommes au départ. Donc, et ça, on s'en est pas tant rendu compte que ça, moi, dans ma jeunesse. En fait, je l'ai découvert en faisant ce livre, de se rendre compte que l'écriture des codes, des règles du jeu, elles sont fondées par des hommes. Donc, dès la création de l'Alpine Club en 1857, et on ne s'en rend même pas compte, en fait. Moi, j'ai réalisé à travers ce travail que même ma propre pratique, elle était déjà très ancrée, très marquée par cette culture de l'alpinisme au masculin. Et c'est vrai qu'en étant ancien officier, Saint-Cyr, etc., je voyais quand même des parallèles assez forts entre la rhétorique qu'on voit dans toutes les histoires. Il y en a tout un tas de livres ici, de ces grandes épopées alpines, que ce soit la Napier Nord 1950, que ce soit l'Everest en 1953. C'est un général anglais qui dirige l'expédition de John Hunt. C'est John Hunt qui dirige cette expédition à l'Everest en 1953. Donc il y avait un espèce de mélange, même dans la sémantique, dans le vocabulaire de l'alpiniste, les conquêtes, les ascensions, les combats pour aller vers le sommet. C'est tout un langage qu'on retrouve aujourd'hui encore même dans la littérature actuelle. Donc oui, il y a un marqueur très masculin dans cette histoire de l'alpinisme. Il y a très peu de femmes au départ, c'est sûr. Donc c'est vrai que cet angle mort nous a beaucoup intéressés. Oui, et puis encore aujourd'hui, dans la collection Une histoire d'eux, il y a une histoire de l'alpinisme tout court, qu'on pourrait dire c'est une histoire de l'alpinisme au masculin. Et il y a dans l'avant-dernier chapitre, la phrase de Claude Gardien, c'est les filles, c'est même pas les femmes, les filles colonisent l'alpinisme du XXIe siècle. Donc, on l'a pas mis dans la même collection, au milieu de notre livre, il y a une double page sur les petites, qu'on a appelées petites phrases assassines, sur toute la collection des phrases qu'on a collectées sur fond de misogynie et de critiques envers les femmes, et on aurait pu rajouter celle-ci qui est encore assez récente. Et alors justement, cette difficulté aussi pour les femmes, elle s'inscrit tout de suite dès les pionnières et dès les pionniers de l'alpinisme. Et on a des exemples assez marquants à Chamonix. Est-ce que il y a une pionnière en particulier qui vous a marqué et qui finalement a un peu montré la voie aussi? Donne la tienne, moi je donnerai la mienne après. Non, alors les pionnières, pour le coup, elles sont très peu nombreuses et elles sont issues de l'aristocratie. Donc quelque part, je dirais que pour elles, c'était peut-être pas le plus difficile. Pour certaines, elles avaient de l'argent, elles avaient du temps, elles avaient les moyens de faire élever leurs enfants si elles en avaient par d'autres. Donc c'est quand même un contexte assez particulier. Moi, j'avais un petit faible pour Fanny Workman,
qui a cherché déjà, donc à la fin du 19e, début 20e, à être la femme la plus haute du monde, et qui, au-delà de sa carrière d'alpinisme, qui est quand même notable, a pratiqué le voyage à vélo pendant des années. Ils ont fait quelques 30 000 kilomètres avec son mari jusqu'en Inde. Elle a vraiment un destin exceptionnel. Et voilà, moi c'est mon coup de cœur pour cette période-là. Alors, pour cette période-là, moi, alors c'est grâce à Stéphanie qu'on l'a découverte. Il y avait un petit livret au centre doc de l'ENSA sur un livret de course d'une femme qui s'appelle Kate Richardson. Et moi, j'ai eu mon petit coup de cœur avec Kate. Parce qu'en fait, elle a fait tout ce que font les gens aujourd'hui bien avant tout le monde. C'est-à-dire qu'elle a fait, dans des saisons de quelques semaines, elle enchaînait les 4000 en partant du bas de la vallée, en reliant les vallées les unes aux autres à pied. Et elle a fait des records de vitesse, mais hallucinants, au Cervin. Donc là, on parle de 1890. On parle de réalisation de 4000 tous les 2 jours. Elle enchaîne ça avec beaucoup d'aisance. Elle va faire la première de la Meije. Elle va faire la première homme-femme confondue avec guide, c'est vrai. Mais les guides avaient un énorme respect pour elle en disant, il y avait un des guides du Val de la Hausse qui disait d'elle qu'il pouvait aller au bout du monde avec elle, en fait. C'était une femme qui était extraordinaire. Donc Kate Richardson, moi, c'était un gros coup de cœur. Et elle a fait la première de la traversée de Bionacé, qui était jugée comme impossible à l'époque. Et là, on est toujours en 1890. Et par rapport, ça nous a fait déconstruire aussi les récits actuels. Parce qu'il y a des alpinistes qui font les 82 4000, les 82, oui 4000. Entre les 8000 et les 4000, je me perds là. Comme j'ai écrit un truc aujourd'hui, c'est les 8000, je suis un peu perdu. Mais effectivement, elle a fait ça bien avant, c'est-à-dire l'aspect fast and light, du bas en haut de la montagne. Puis elle part quand elle fait la traversée de Bionacé, je crois qu'elle part à 22h15 du bas de la vallée près des Contamines. Elle est au sommet à 9h ou 10h le matin. Elle est au sommet du Dôme du Goûter à 13h, en ayant fait la première de la traversée de Bionacé, et dont une partie à cheval sur l'arête. Ça a été tout en glace, donc ils ont dû avancer à cheval sur l'arête de Bionacé. Donc voilà, ça c'est ce type de personnages qui nous ont vraiment éblouis. Donc il y a bien sûr ces pionnières qu'on connaît peu et qu'on redécouvre, mais il y a aussi ensuite une deuxième étape qui va être après la guerre de 14, parce que la guerre de 14 va avoir au final une influence sur l'arrivée des femmes en montagne. En fait, c'est énorme, la guerre de 14, elle a mis les femmes en première ligne pour faire fonctionner le pays. Les hommes étaient au front, donc en fait, c'est la fin aussi d'une période des suffragettes aussi, où il y a eu déjà des combats sur les droits civiques, notamment en Angleterre, mais aussi aux États-Unis. Et donc la guerre de 14 est le moment où elles prennent le pouvoir, en fait. Là, les hommes, ils sont en train de se bastonner en première ligne. Et en fait, là, juste après, il y a un sursaut très fort qu'on ressent dans la manière de pratiquer. D'abord, ce n'est pas les mêmes classes sociales, c'est-à-dire qu'avant la Première Guerre mondiale, c'est plutôt aristocrates et bourgeois, plutôt anglais-américains. Mais là, on bascule sur tous les peuples d'Europe, quelque part. Il y a des femmes partout qui commencent à pratiquer entre femmes, et commencent à passer en tête. Donc on commence à avoir les premières de cordée, réellement, de manière... Kate Richardson, elle fait en première de cordée, avec une compagne de femmes, la première des aiguilles d'art déjà, quelques années avant, une vingtaine d'années avant, il y a toujours des précurseurs. Mais la Première Guerre mondiale fait un accélérateur qui s'amplifie avec les années 30, avec les congés payés, avec toute une philosophie du retour à la nature, partir à vélo, etc. Donc tout ça, ça s'amplifie dans l'après-guerre, oui, tout à fait. Elles investissent les tenues des hommes, elles partent en pantalon, enfin tout ça c'est acté maintenant. Voilà, c'est sûr que c'est une étape importante. Et puis il y a ce livre Encordé qui a été un gros coup de cœur pour nous aussi. Donc oui, le livre Encordé, donc il y a des extraits dans notre livre d'ailleurs, parce que vraiment c'est écrit au second degré avec beaucoup d'humour sur ce que c'est que l'alpinisme féminin versus l'alpinisme masculin. Elles ne se prennent pas au sérieux, c'est un peu une dominante qu'on a retrouvée souvent chez les femmes. Elles se prennent moins au sérieux, elles sont plus dans le partage, le chemin, le cheminement vers le sommet plutôt que l'exploit en lui-même. Et elle le raconte très bien dans ce livre Encordé EES, qui est aussi une pépite qu'on trouve à la doc, à l'ENSA, voilà, voilà, elles sont 3 et elles vont grimper ensemble, faire des premières ensemble, en étant en tête à tour de rôle. Néa Morin, Micheline
Et la dernière est Alice d'Amen. Voilà. Et alors, Donc ça c'est un livre, franchement, il mériterait une réédition, hein, ça c'est sûr. ça m'a donné envie de le lire. Ouais, tout à fait. Et alors au fur et à mesure, il va y avoir aussi une médiatisation de plus en plus importante de la montagne. De plus en plus de gens vont avoir accès aux récits de montagne, vont se rendre compte de ce qui se passe. Et alors est-ce qu'il y a justement un traitement différent entre les ascensions qui sont réalisées par des hommes et les ascensions qui sont réalisées par des femmes? Alors oui, il y a un traitement tout à fait différent. On en parle d'abord beaucoup moins. Elles passent souvent sous les radars. Elles sont peu crédibles. On ne les croit pas, on leur dit que ce n'est pas leur place, qu'il vaut mieux rester à la maison. On le voit à travers les premières expéditions féminines dans les fin des années 50 et années 60-70. Il y a des femmes qui mettent sur pied des expéditions entièrement féminines pour aller essentiellement sur les 8000 à cette époque. Elles sont complètement décriées, moquées. On ne leur donne pas de financement. C'est vraiment compliqué pour elles d'y aller et pas de chance. En plus, ça ne se passe pas très bien. Ces premières expés féminines, elles se soldent pas mal par des échecs, voire des tragédies avec des cordées entières qui décèdent sur la montagne. Et c'est un gros coup d'arrêt quand même pour les femmes à ce moment-là parce que, on dit, vous voyez, on a raison, elles auraient dû rester chez elles, hein, franchement, elles n'avaient rien à faire là-haut. Mais elles l'ont fait et elles ont ouvert la voie. Et c'est ça qui est important parce que derrière, il y en aura d'autres et qui fonctionneront avec d'autres femmes et d'autres tentatives de sommet. Et sur la partie médiatique, évidemment que le traitement n'est pas le même aussi. Moi, j'ai remarqué dans les chroniques nécrologiques en particulier, quand les femmes décèdent en montagne, et encore aujourd'hui, tout de suite, la première information qui est donnée, c'est le nombre d'enfants qu'elles ont. Un tel, mère de 2 enfants, 3 enfants, est morte, je ne sais où. Et les alpinistes qui meurent en montagne, hommes, c'est jamais mentionné. Et pourtant, ils sont pères tout autant que les femmes. Et je trouve ça injuste. C'est déjà difficile pour les femmes d'aller en montagne. On l'évoque dans certains chapitres, la question d'être une femme en montagne, d'être une mère en montagne, etc. C'est complexe. Et souvent, elles ont la double peine. Elles sont culpabilisées. Voilà. Ouais, très très fortement. Ouais. Non, la médiatisation, elle vient aussi dans les récits. Les récits sont très asymétriques en fait. Hein. On s'est rendu compte que sur l'ascension du Cervin, Lucy Walker qui a gravi le Cervin, donc la première ascension, elle est 6 ans après la première de Whymper. Donc c'est juste après, hein, à l'échelle des 2 siècles, c'est rien du tout. Et en fait, à Zermatt, aujourd'hui, donc sur la page Wikipédia du Cervin, il n'y a pas de mention de femme, en 2024. Hein. Et ils ont mis une plaque l'année dernière pour Lucy Walker et peut-être Meta Brevoort. Ouais, ils ont mis une plaque, voilà. Donc ça, c'était en 2023. Et il y a une petite salle maintenant au musée qui fait mention des ascensions. Donc sur le traitement, non, il ne faut pas dire que c'est équitable du tout. Enfin, c'est loin de ça. Lucy Walker, elle mériterait largement... elle a été extraordinaire aussi, parce qu'elle l'a fait, et il n'y a eu personne qui est mort aussi, hein, parce qu'elle a gravi la première ascension du Cervin qui est médiatisée, il y a quand même 4 morts. Lucy Walker, 6 ans après, elle réussit, très bien, mais on ne parle pas d'elle. Voilà, donc c'est très particulier. Et effectivement, vous le disiez, la question de l'échec, elle n'est pas du tout perçue de la même manière, en fait, entre les hommes et les femmes. Et je me permets de vous citer, parce que cette phrase, elle m'a marqué, justement, et elle fait bien sentir, justement, l'essence aussi de votre livre, puisque vous dites « Quand les échecs masculins sont vus comme de la fatalité, un brutal coup du sort, les femmes n'ont droit ni à l'erreur ni à la malchance. Un désir de conquête pour un homme est courageux, téméraire, pour une femme il est futile. » Et je trouve que là, ça résume totalement, finalement, un peu ce que vous avez dit, et c'est ce qui est assez marquant dans le livre. Alors, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il y a une double page assez incroyable au milieu du livre, vous avez des phrases un peu... vous avez relevé des phrases dites assassines, et il y en a 2 que je voudrais relever et qui me permettront de vous poser une autre petite question. La première, c'est un guide à Henriette d'Angeville qui redescend du Mont Blanc. Et ce guide lui dit « C'est formidable ce que vous avez fait, mademoiselle, mais il faut convenir que le Mont Blanc aura bien moins de mérite maintenant que les femmes l'ont conquis. » Et puis, la seconde, donc là on est en 1959, c'est Lucien Devy, président de la Fédération française de la montagne, à propos d'expéditions féminines au Shōhoyu de Claude Cogan, que vous avez évoqué. Et où il dit « Si elle réussit, cela confirmera mon impression que le Shōhoyu est une montagne à vaches. » Alors justement, ça me permet un peu de poser cette question aussi.
Sur la dépréciation finalement d'un sommet quand il est réalisé par une femme, est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué justement en travaillant sur ce livre? Est-ce que vous avez eu le sentiment que tous les sommets finalement sont totalement dépréciés lorsqu'ils sont réussis par une femme? Alors, paradoxalement, moi, les petites phrases assassines, je ne les ai pas vues. C'est Stéphanie qui les a vues. Non, mais je veux dire, je ne les voyais plus. Ah oui. C'est-à-dire qu'elles sont là, mais on a pris l'habitude de ce type de tacle, entre guillemets, et même on en sourit, mais en même temps, on y est moins sensible. Donc moi, je reconnais que la page, c'est totalement toi qui l'as... Au fur et à mesure des lectures, de ce qu'on creusait, en fait, tu as extrait, et encore, on pouvait en faire un livre complet. Il y en a quasiment dans tous les récits, même assez puissants, des récits qui ont inspiré l'histoire de la montagne, en fait. Et dedans, il y a toujours des petites choses qui sont des petites crasses, en fait. Et moi, je les voyais plus, en fait. Donc c'est pour ça que je préfère te laisser... Oui, moi ça me fait penser à l'histoire de Lydia Abradé, qui était la première femme sur l'Everest sans oxygène, et qui le raconte très bien dans un livre qui est paru aux éditions Guérin. Donc qui est montée finalement seule parce que ses compagnons de cordée ont tenté le sommet la veille et il a fait mauvais, ils ont dû redescendre. Elle a préféré attendre, elle est montée là-haut seule et personne ne l'a crue et pendant des années on l'a traitée de menteuse. Elle a été réhabilitée beaucoup plus tard finalement et quelque part ça portait ombrage à ses compatriotes néo-zélandais qui, eux, auraient bien aimé être les premiers là-haut, les premiers néo-zélandais tout court au sommet de l'Everest, sauf que c'était une femme. Et si on disait qu'elle était une menteuse, ils avaient peut-être une chance d'avoir ce trophée-là. Voilà. Et ça, c'est la réalité. Alors, ça a quelques années, mais j'espère quand même qu'aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Il me semble que c'est un peu moins vrai, mais bon, voilà. Mais il y a quand même toujours ce biais qui est très fort, en fait. C'est vrai que le récit, quand on redescend dans la vallée, alors cette vallée, à Chamonix, on est au cœur du sujet, hein. C'est la manière dont on raconte l'histoire. On gravit les montagnes d'une certaine manière, mais c'est comment on bâtit un récit derrière pour devenir un héros épique. Et voilà, on peut reparler d'Inoxtag aussi, hein, c'est la même chose. Hein. Comment on se grandit par l'ascension, c'est le récit qui fabrique ça. Et forcément, s'il y a une femme qui est là, s'il y a quelqu'un qui est unijambiste, quelqu'un qui est... Voilà, ça déprécie complètement la chose. Donc le fait qu'aujourd'hui, il y ait une banalisation des ascensions par plein de gens qui ont des projets, même Inoxtag, entre guillemets, fait de l'ombre aux alpinistes, les vrais. Parce que quelque part, il y a des gens qui n'arrivent pas, en étant des alpinistes, à faire ça. Et donc oui, il y a ces repères qui sont déstabilisés par la présence des femmes, ça c'est sûr, et que l'aspect épique du récit est moins glorieux. Donc... comment on revient dans la vallée à raconter une chose qui a été gravée par une femme, quoi. Enfin, et selon vous, justement, si ça avait été une youtubeuse qui était allée au sommet de l'Everest, il y en a plein qui essayent. Là. Il y a une américaine qui est morte l'année dernière, qui voulait être la première américaine qui a fait les 14-8000, c'est ça, hein, les deux américaines qui sont mortes dans l'avalanche. Et on a besoin de notre expert, François. Elle était youtubeuse, elle, hein, voilà. Donc elle est un peu dans le même registre, elle est morte dans une avalanche, mais dans cette espèce d'obsession médiatique. Mais là, on est sur un autre sujet, qui est les 8000 aujourd'hui, hein, qui est un... Et là, homme-femme, j'allais dire, il n'y a pas grand monde qui s'en sort bien, quoi, en fait. Hein. C'est pas... Enfin, on ne peut pas tout mettre dans le même sac, mais il y a, dans cette furie récente, il y a quand même des choses qui sont dans un autre registre, en fait, hein, que le rapport homme-femme. Et du coup, il y a chez ces femmes aussi une figure, j'ai l'impression, quand on lit le livre aussi, qui a fait un peu basculer les choses, c'est Catherine Destivelle. On a quand même l'impression qu'elle a été une figure importante qui a permis aussi un peu le changement des mentalités pour après. Oui, alors moi j'étais étonnée en échangeant avec des alpinistes femmes aujourd'hui, des jeunes femmes, qui disent qu'elles ne se sentent pas forcément toujours légitimes encore et qu'elles ont eu besoin, pour oser y aller, pour oser devenir guide, pour oser faire des courses en montagne, même des alpinistes de renom, de ce qu'ont fait leurs prédécesseuses en fait. Et Catherine, c'est ça en fait, ce qu'elle a fait, c'est incroyable, c'est juste incroyable, même si elle est modeste et qu'elle ne se met pas en avant, mais c'est juste une femme extraordinaire. Ouais. Elle a ouvert la voie. Et c'est vrai qu'on voit bien que les générations actuelles montent sur les épaules de ces femmes-là. Et Catherine, vraiment, elle est un repère, mais elle est un repère international. Quand on va aux États-Unis, les gens, le seul alpiniste quasiment homme-femme qui est parfois cité, c'est Catherine. Je veux dire, encore vivant, actif, etc. Donc oui, elle est un repère, mais homme-femme. Elle n'est pas un repère femme, elle est un repère
au sens général, tout court. Et comme Linil d'ailleurs, c'est des moments, elle est dans la même génération, le même point de bascule, où en fait les hommes se rendent compte qu'elles sont peut-être même plus fortes qu'eux, donc il y a du respect qui est... Voilà, elle met tout le monde d'accord, mais comme Lise Billon aujourd'hui, qui nous a fait la préface, qui le dit aussi, elle dit elle veut pas être vue comme une femme alpiniste, elle veut être vue comme une alpiniste. Voilà. Et elles le sont, donc je veux dire, Catherine a été probablement le point de bascule du fait qu'il n'y avait plus cette mise en concurrence homme-femme, il n'y avait plus de sujet, et elle avait mis tout le monde d'accord, et elle a fait avec effectivement beaucoup d'élégance. Et alors justement, on parle de cette histoire homme-femme confondus, et puis vous avez parlé des 8000, et bon, en plus on a quelqu'un qui est là, qui était aux premières loges, mais du coup ça permet d'évoquer aussi Sophie Lavaux, qui est le premier français, Oui. donc c'est vraiment à vaincre justement les 14-8000. Alors déjà cette phrase parfois elle fait un petit peu réagir, le premier français, il y a des gens qui ne comprennent pas tout de suite. Oui, tout à fait. En disant mais c'est un homme, non c'est une femme, finalement il y a ce côté un peu étonnant. Et puis vous essayez aussi d'avoir un peu des pistes, mais pourquoi, d'après vous, pourquoi est-ce que c'est elle qui a réussi finalement ce que beaucoup ont tenté et n'ont pas réussi parmi les Français? Alors, Sophie, je la connais un peu, beaucoup moins bien que François. François pourrait nous donner sa réponse là-dessus. Moi, ce que j'ai essayé de dire quand je lui ai remis l'Ordre national du mérite là, cet été au consulat à Genève, c'est sa capacité à saisir ce que moi j'appelle le kairos, c'est-à-dire à saisir le bon moment. Je pense qu'elle a une intelligence incroyable, elle a de la patience, et elle est capable de savoir que c'est le moment. Et je pense qu'il fait qu'elle a survécu à ses 11 ans d'ascension, cette capacité à saisir le bon moment, qui n'est pas un talent pour tout le monde en fait. On peut être très fort techniquement, mais se tromper sur le moment où il faut passer à l'acte en fait pour aller plus loin. Et je crois qu'elle est capable, elle, à la fois d'avoir cette patience, d'une part, cette robustesse mentale aussi, parce qu'elle a dormi des centaines de nuits sous tente, elle a été dans une vie décalée finalement de la vie qu'on mène nous, quoi. Et avec cette patience et cette capacité à saisir le bon moment, je crois. Enfin, voilà, il y a les 8000 avec de l'oxygène ou sans, avec une aide de Sherpa ou pas, en cordée autonome, avec de la logistique. Donc on ne peut pas exactement mettre tout sur le même plan. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour une alpiniste italienne qui s'appelle Nives Meroy, qui a fait les 14-8000 tranquillement il y a une vingtaine d'années. Enfin non, elle a fini en 2017 je crois. Elle a vraiment fait ça avec son mari, sans se mettre trop dans la lumière, de manière très éthique, sans corde fixe, sans oxygène, jamais. Voilà, et voilà, c'est pas exactement le même type d'alpinisme, malgré tout. Non, mais à partir du moment où tu montes sur une voie normale, il y a toujours des gens qui sont là, il y a des codes qui sont là, etc. Mais en tout cas, dans leur philosophie, au moins sur l'oxygène en tout cas, sur le temps long, sur la patience et la non-médiatisation un peu forcée, c'est une personnalité intéressante en tout cas. Enfin, nous, ça fait partie des coups de cœur. Et puis, eux, ils disent, en couple, elle nous a renvoyé un mail pour dire que c'était pas... Nous, on avait mis premier couple à faire les 14-8000, sans oxygène, etc. Voilà. Nous, on a dit la première cordée. Là aussi, elle a voulu dégenrer le succès, parce que toujours dans ce débat, non, ça veut dire couple, ça veut dire que moi, je serais la femme, toi, tu serais l'homme, et ça serait ça qui justifierait d'être le premier de quelque chose. Donc ça, là aussi, on a eu un petit mail et des petits recentrages pour nous dire. Et en même temps... Liv Sanzoz, là, qui a réussi le K2 cet automne et qui a décollé en parapente, nous disait, on l'avait appelée un peu après, elle nous disait, mais les femmes, elles grimpent pas de la même façon et pas pour les mêmes raisons que les hommes. Donc voilà, je pense qu'il y a des tas de façons de faire de l'alpinisme, et aussi bien entre un homme et une femme qu'entre deux femmes ou deux hommes, et il n'y a pas de règle en tout cas. Mais en tout cas, nous quand on a écrit ce livre, au début, on se disait non, il n'y a pas de sujet. Et même Glénat nous disait il n'y a pas de sujet, c'est une histoire d'alpinisme, point. On veut dégenrer tout. Et en même temps, dès qu'on commence à regenrer, on se rend compte qu'il y a une réalité très forte à lire les choses à travers aussi cette question du genre. Donc c'est une grille de lecture qu'on ne peut pas effacer. Et nous, on s'en est rendu compte à la lecture de tous ces textes anciens, de cette découverte de personnalité, qu'on ne pouvait pas faire l'économie de rentrer dans l'histoire de l'alpinisme par cette clé, pour essayer de comprendre 2-3 trucs. Et en relation avec la société, évidemment. Mais
Et donc on ne peut pas encore échapper à ça. Peut-être un jour on y échappera, mais on est encore loin du compte. Hein. On est encore très très loin du compte par rapport à ce dégenrage de l'activité. Parce que du coup, il y a aussi parce que on parle de femmes alpinistes et c'est là où aussi on voit qu'on est encore un peu loin, c'est que on parle pas au nom, enfin on va parler des femmes guides et il y a une statistique que vous notez qui est encore forte puisque en 2020 on dénombrait 33 femmes guides sur 1650. Donc ça montre encore que le chemin n'est pas acquis. Non. Alors, la statistique sur les guides, bon, elle est ce qu'elle est, mais elle est à l'image du reste. Hein. Ça, c'est sûr que pour l'alpinisme, en tout cas, on est dans ces ratios d'écart très forts. Même sur l'alpinisme de haut niveau, il y a quand même de plus en plus de femmes qui sont présentes. Hein. C'est incroyable. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes là, ces dernières années qui émergent. Mais sur le métier de guide, c'est un métier qui est encore très marqué, mais pour d'autres raisons encore, parce que peut-être même pour une athlète, c'est plus facile d'être athlète femme de haut niveau que d'être guide qui travaille avec les contraintes du travail, etc., que d'être une star, entre guillemets. Je pense qu'il y a une contrainte du métier qui est forte. Mais effectivement, et c'est pareil dans tous les pays qui fabriquent des guides, sauf aux États-Unis, où il y a une réalité du guide qui n'est pas la même. Ce n'est pas des guides au sens compétences totales, alpinisme, canyon, escalade, etc. C'est par un peu segment. On est guide d'escalade, on est guide de randonnée, etc. Et là, il y a un plus grand équilibre. Et d'ailleurs, dans les découvertes qu'on a pu faire aussi, c'est des histoires des clubs alpins. Quels sont les clubs alpins qui ont autorisé les femmes, à quelle date? Ça a été un truc de fou en fait. Hein. Moi, j'avais pas les dates en tête. Hein. Je sais pas si on peut faire un petit quiz là. Création du club alpin anglais, quelle année? 1857. Autorisation des femmes, d'accueillir les femmes à l'intérieur du club alpin anglais? 1970. Non, 1857, 1970. Club alpin suisse. Encore un peu pire, hein, quelques années plus tard, etc. Donc en fait, c'est des choses qui sont assez incroyables, hein, de se rendre compte que on a vécu dans ces schémas sans que ça fasse l'objet de grands sujets. Quoi. Il y a quelques clubs qui ont été créés pour les femmes, hein, évidemment, dès les années 1900, mais pas tant que ça. Quoi, voilà. Donc vous allez découvrir des trucs assez qui nous ont assez surpris. Oui, il y a un retard global dans tous les sports, dans beaucoup de disciplines. Enfin, les femmes, elles ont été autorisées à courir le marathon en 1984, je crois. Hein, donc voilà, c'est un peu dans le même mouvement, quoi. Sauf que c'est l'alpinisme, c'est encore plus masculin, donc il y a encore plus de retard. C'est plus haut. Et c'est plus haut. C'est plus haut, voilà, c'est ça. Il y a plein de choses qui sont poussées à leur paroxysme. Mais c'est que on est dans une période qui est chouette parce qu'on nous on a senti que là, sur les générations qui sont là, le sujet, que ce soit pour les guides d'ailleurs, hein, c'est en train de changer, mais c'est maintenant. C'est pas il y a 20 ans. On est dans les années 2020 et ça commence à bouger maintenant, quoi. Voilà. Mais il faut accompagner ce mouvement. Il y a maintenant des sections de la Fédération française des clubs alpins, Lead the Climb. Il y a des initiatives qui sont portées pour aider aussi à se mettre en compétence pour aller vers ces métiers qui sont exigeants. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses. L'affirmative action, c'est assez récent. Il y a des gens comme Marion Poitevin qu'on évoque, hein, qui ont poussé aussi le sujet pour pouvoir en faire des sujets, parce que finalement, si on ne pose pas le sujet sur la table, il n'est jamais évoqué. Alors on espère que ce travail permettra de mettre le débat dans plein d'organisations. Et alors, dernière petite question, est-ce que vous allez réclamer à Glénat une fusion de l'histoire de l'alpinisme et de l'histoire de l'alpinisme au féminin? On va brûler l'autre. Non, ils sont complémentaires, mais c'est vrai qu'on a quand même une épaisseur qui est équivalente. Et on n'y a pas mis des gens qu'on n'a pas senti être dans une grande histoire, en fait. Et donc oui, il y avait quand même des manques, je pense. Mais ce serait une bonne idée de fusionner les deux, ouais, tout à fait. Est-ce que les femmes ont une relation au risque différente des hommes? Oui, donc statistiquement, il y a une différence. Il y a des pourcentages qui ont été calculés. Il y a Maud Van Poel qui avait fait une étude sur l'accidentologie des femmes, etc., en prenant des bonnes bases de comparaison statistiques, hein, parce que si on fait un peu de manière générale, c'est compliqué. Donc oui, il y a une différence réelle d'exposition. Elle est en train de se gommer, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de femmes en athlètes de haut niveau qui meurent en fait. Hein. Même chez les femmes guides, hein, il y a eu une année où il y a 2 femmes guides qui sont mortes. Il n'y avait eu aucune femme guide qui était morte pendant les 30 premières années. Et en une année, il y a 2 jeunes femmes guides qui sont mortes. Donc les choses sont en train malheureusement de se rééquilibrer. C'est-à-dire que la courbe qui était en écart très fort est en train de se niveler. Donc ça, c'est une première réponse. À exposition équivalente,
la réponse est encore, le risque est différent, enfin les risques pris sont différents, ça, tout à fait. Donc il y a moins de mortalité chez les femmes à date d'aujourd'hui, mais je répète, c'est en train vraiment de s'estomper, quoi. C'est en train de s'estomper. Et les femmes alpinistes dans les pays en développement? Alors on Fais attention à ça. Ouais. Forcément, on a une lecture assez française de l'histoire de l'alpinisme. On s'est fait la réflexion cet hiver dans le musée Messner, où il y avait toute une frise d'histoire de l'alpinisme, et c'était pas du tout la même que la nôtre et que la même que la version officielle française. Et donc chacun a sa vision. On a essayé d'introduire des figures un peu étrangères dans notre livre, évidemment, et on a fait un chapitre quand même sur « Et ailleurs », pour dire que l'alpinisme, effectivement, c'est une histoire de classe sociale. Et encore aujourd'hui, pour pratiquer la montagne, il faut sans doute être éduqué, avoir des moyens, ça c'est la base. Et il y a encore beaucoup de pays où les femmes, c'est même pas la question, évidemment. En Afrique, en Amérique du Sud, faire de l'alpinisme, ça commence un peu. Et on a essayé d'aller chercher quelques noms et quelques personnalités. Mais ça reste vraiment un tout petit... Oui, il y a des beaux mouvements. Donc, il y a eu un film là, sur les Cholitas. Donc, c'est boliviennes qui étaient à faire la cuisine, qui ont décidé d'aller gravir la Concagua. Elles étaient 5 ou 6 et c'est magnifique. Elles sont en tenue Cholitas. Donc, c'est une tenue avec le chapeau un peu melon et la grande robe. Et elles sont allées à la Concagua. Certaines ont réussi la Concagua. Donc, on est allé chercher ces histoires-là pour montrer qu'il y avait aussi ce sujet des classes sociales qui était aussi un élément bloquant de la pratique de la montagne. On a parlé de l'alpinisme iranienne aussi, qui est sur une compétition d'escalade, a enlevé le voile et elle a eu des conséquences extrêmement lourdes. On peut prendre l'Afghanistan, il y avait des associations là-bas qui œuvraient pour que les femmes aillent en montagne. Forcément, le retour des talibans a arrêté tout ça. Et le festival Femmes en montagne? Non, c'est un super festival en ce moment. Ça a commencé hier ou avant-hier, c'est un peu à distance, mais donc moi j'ai la chance d'être dans le jury cette année. Donc depuis 10 jours, on fait que regarder des films sur les femmes en montagne, donc là on est nickel un peu. Mais c'est super, au moment on s'est régalé. Il y a de tout, mais ça montre l'énergie en fait qu'il y a derrière ces mouvements, donc ça bouge pas mal. Qu'est-ce que veulent les femmes en montagne? C'est une excellente question. Je pense que aujourd'hui, en tout cas, les femmes ne cherchent pas à aller à égalité avec les hommes. Elles ont leur propre pratique. Je pense qu'elles ont une approche plus sensible. Et c'est dur de faire des généralités. Peut-être elles y mettent un peu plus de spiritualité. Elles sont dans le lien, dans le lien fort d'amitié, souvent dans leur cordée. Ça, on l'a ressenti. Voilà, après, est-ce qu'on peut en faire une règle? Je ne suis pas sûre. Ouais. Mais en tout cas, on a perçu cette spécificité quand même. Et cette complémentarité. Ce n'est pas forcément plus ou moins, en termes de plus ou de moins, mais voilà, Liv nous disait, moi en altitude, là j'étais super bien, j'ai un petit gabarit, en fait je m'adapte mieux que mon compagnon qui est... Voilà, allons savoir. Voilà. Alors, notre petite map, enfin je dis notre, je sais pas, la mienne, c'est qu'en fait on parle de femmes et on parle de féminin. Et c'est en fait, il y a une part de féminin chez les hommes, il y a une part de masculin chez les femmes. Voilà, donc je pense que c'est plutôt cette dualité-là qui se joue. Il y a des femmes qui vont être très masculines et qui vont en fait aspirer au même récit, conquérant, voilà. Et donc je crois que ça se joue plutôt dans ce chemin de l'intime en fait. Et là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse, en fait. Parce que chacun va être dans une quête qui est propre à elle-même ou lui-même. Et voilà, et cette part du féminin, il va être peut-être très fort chez un homme, moins fort, etc. Et ça écrit des partitions très, très différentes. Moi, je ne sais pas si on peut vraiment répondre à la question. Les femmes veulent-elles dégenrer l'alpinisme? Non, par contre, une différence existe. Oui, mais maintenant, je pense que les premières, les Lynn Hill, les Catherine, etc., elles voulaient montrer qu'elles étaient capables de faire mieux. Mieux, carrément. Ouais, je pense au fond d'elles-mêmes, même mieux. Ouais. Et elles ont ouvert les portes, en fait. Voilà. Et maintenant, je pense qu'on est dans ce chemin plus subtil, plus équilibré. Voilà, mais bon, il fallait les pionnières, elles ont tracé le chemin, donc voilà, c'est chouette.
Mais en fait, ça nous a, entre des questions d'histoire, de sociologie, comprendre le féminisme, en fait, hein, quelque part, enfin, pour moi, je parle pour moi, voir l'alpinisme là-dedans, comment l'alpinisme venait en écho de la guerre, de ceci et cela, c'était un lieu particulier, avec des marqueurs très très forts. Déjà, décomposer ça jusqu'à l'intime, ce qu'on vient d'évoquer là, bah, en fait, c'est trop court, ça. Il faudrait... Les tenues des premières femmes alpinistes. Alors, on peut reparler de Lucy Walker, qui est donc alpiniste anglaise, qui a gravi le Cervin. Première femme au Cervin. J'en parle parce qu'il y a un film qui a été fait par une historienne, journaliste suisse, et qu'on peut voir, hein, je pense, assez facilement, où elle a elle-même fait refaire la tenue de Lucie par une couturière avec les accessoires, le chapeau, les volants, la crinoline, le corset, etc., etc. Et elle a fait l'ascension. Le guide a juste dit « Bon, moi, je veux bien jouer le jeu, mais tu mettras un casque et on va mettre des crampons qui tiennent la route. Et sur la fin, on prendra une vraie corde et pas une corde en chambre. Parce qu'une corde en chambre, ça casse au moindre choc. » Et c'est vrai qu'elle fait cette ascension et elle arrive en haut avec beaucoup d'émotion en disant « Mais quel exploit !» Mais quel exploit, quoi. Chaque fois qu'elle levait le pied, elle voyait plus son pied, quoi. Enfin, c'est juste ça. C'est pas adapté, c'est trempé. Alors, elle mettait en place des stratégies pour attacher les jupes, pas elle, mais les femmes de cette époque. Hein. Certaines cachaient le pantalon dans le sac, le mettaient à un moment et remettaient la jupe quand elle redescendait dans la vallée. Mais alors, souvent, elles avaient des anneaux, des ceintures, des trucs pour remonter, pour que ça ne soit pas à battre au niveau des chaussures, quoi. Mais c'est vrai qu'elles avaient du mérite, objectivement. Non, mais c'est vrai que la reconstitution du Cervin, franchement, elle souffre en fait. Hein. Elle est sportive, c'est une femme d'aujourd'hui qui est parfaitement entraînée à ça, et c'est compliqué. Donc 1871. Donc c'est pour ça que c'est par rapport à la médiatisation, ça aurait dû être un exploit même plus important encore, parce qu'elle avait un handicap quoi, avec la robe qui. Franchement, grimper avec une robe sur laquelle on met les pieds dessus. Il y a plusieurs jupons, hein. C'est en laine, c'est en flanelle, c'est épais, c'est lourd. Ouais, non, Il n'y avait pas de médias, ça n'intéressait personne. Non, voilà, non. Tout à fait. Non, mais elle a eu un petit temps, je crois, une petite ligne. Ah non, mais il y avait déjà pas grand-chose. Avez-vous eu des regards différents sur la façon de traiter l'alpinisme au féminin ? Oui. Moi, j'avais des thèmes et des chapitres auxquels je tenais vraiment. Et je pense que Blaise ne les avait même pas en tête. Enfin, voilà. Après, on a été complémentaires aussi. Il est quand même plus au courant que moi de l'histoire de l'alpinisme en général. Voilà, il y avait des sujets qui étaient plus disons, sur lesquels il était plus à l'aise et sur lesquels moi j'avais ma sensibilité. Le format du livre, il se prêtait quand même à l'écriture à deux, puisque c'est des petits chapitres indépendants les uns des autres. Donc on a choisi un peu, on s'est déterminé, toi tu vas écrire ça et moi ça. Enfin, mais on a toujours relu mutuellement nos textes et on a essayé d'être OK sur la version finale, quoi. Non, c'était super. Moi j'ai adoré, parce que c'est vrai que si j'avais écrit ça tout seul, c'était une catastrophe. Non, dans le sens où je serais passé à côté de sujets vraiment importants, vraiment. Et ce qui renvoie à la question de fond sur est-ce qu'il faut faire des lectures genrées, des choses. Mais oui, il faut le faire, parce que nous autres, avec une dominante féminine moins importante peut-être, mais plus masculine, c'est-à-dire les hommes, on passe à côté de pas mal de trucs. Enfin, moi, je me rends compte que même dans la sémantique, tu utilises des mots, tu les ressens pas de la même manière. Donc, c'était fondamental d'être à deux. Oui, et puis je pense que c'était plus facile pour moi d'aller poser à une alpiniste femme des questions sur et comment ça se passe au camp de base. Est-ce que tu as tes règles? Est-ce que je ne sais quoi? Comment ça se passe physiologiquement parlant? Est-ce qu'il y a des choses que tu ressens? Est-ce que des douleurs? Voilà, c'était plus naturel, c'est sûr. Non, mais en même temps, on voulait prendre de la distance par rapport à un discours féministe. On ne voulait pas que ce soit un bouquin féministe. D'où le fait d'être à deux, avec deux sensibilités, etc., d'essayer de poser quelque chose qui ne rentre pas dans un... Même si elle est un peu militant quand même, ce bouquin, finalement. Mais voilà, on essaie de faire attention à ne pas faire du militantisme déguisé. Voilà. Donc le fait d'essayer d'équilibrer le regard. Mais c'était super, hein. Moi j'ai adoré. Et puis ça fait 2 fois moins de boulot. Parfait, merci beaucoup. Et puis si vous voulez vous faire dédicacer le livre, au boulot. Je vous laisse
Je vous laisse vous approcher. Voilà. Merci en tout cas, merci à vous pour l'invitation.